Le terme de démocratie. Je commence par là parce que depuis la parution de ce livre, ces dernières années notamment, avec les électeurs de Trump, les électeurs de Marine Le Pen, même les Gilets jaunes, on nous a beaucoup expliqué dans les médias, dans la part des dirigeants, que ceux qui ont la haine de la démocratie, ce sont les pauvres, les petites gens, les populistes et délaissés du système. Qui aujourd'hui a la haine de la démocratie ? Bon, vous avez rappelé ce référendum de 2005. Bon, il est clair que les gens qui disaient à l'époque c'est à cause de la démocratie, c'était pas les petites gens. C'était effectivement, disons les gouvernants, la classe politique, toute une large frange de l'opinion intellectuelle qui disaient c'est pas possible, disons, de laisser des discussions comme ça, disons à la merci de petites gens incapables, ignorants, etc. Alors que justement, ce qui était intéressant dans ce cas, c'est qu'il y avait eu tout un débat, c'est-à-dire qu'on avait vu une chose qu'on ne voit jamais habituellement pour les élections, quoi. C'est-à-dire que des gens qui se mettaient à lire le texte, parce que le gouvernement avait fait l'erreur, de son point de vue, d'envoyer le texte à tout le monde. Alors les gens l'ont lu, les gens ont discuté, il y a eu des tribunes qui se sont formées, et bon, il y a eu une espèce, pour une fois, disons, de réel débat démocratique, quoi, si vous voulez. Et au fond, c'est ce débat qui a été insupportable. Les gens ont dit, ils n'ont rien compris, c'est pas possible qu'ils décident. Non, les gens, précisément, avaient compris. Et évidemment, les gouvernants et un petit peu leurs idéologues ont aussi compris qu'ils avaient compris. Et par conséquent, il y a eu ce déferlement un peu antidémocratique qui, par ailleurs, correspondait à une espèce de mouvement d'opinion parmi l'intelligentsia qui n'a absolument rien, si vous voulez, vraiment de populaire, quoi, qui, disons, développer des thèses sur les thèmes la démocratie, c'est le règne de l'individu de masse, consommateur, narcissique et compagnie, c'est la catastrophe, c'est la fin de la civilisation. Donc il y a eu ce discours extrêmement fort à l'époque, qui est un discours qui en même temps a accompagné un processus par ailleurs qu'on connaît bien, qui est à savoir, disons, un processus de développement un peu de toutes les inégalités. Mais bon, et au fond, ce discours disant l'égalité c'est terrible, ça nous conduit à la catastrophe civilisationnelle. En même temps, d'une certaine façon, ça n'était qu'un simple accompagnement d'un processus qui, disons, creusait les inégalités sur tous les plans. 16 ans plus tard, cette haine de la démocratie que vous aviez alors décelée, s'est-elle accentuée et en quoi ? Disons qu'elle s'est installée. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est que donc à l'époque, il y avait ces grands thèmes sur la catastrophe démocratique qui étaient donc développés par une intelligentsia dite républicaine. Donc il y avait cette espèce de mise en valeur de la République comme un ordre en quelque sorte stable, disons, qui était menacé par l'espèce de déferlement démocratique, des gens qui voulaient absolument tout, des consommateurs insatiables. Et voilà, donc il y avait cette espèce de campagne idéologique au nom de la République, avec l'idée, la République, c'est les grands principes, voilà, c'est l'instruction du peuple, c'est la laïcité, etc. Ce qui est intéressant quand même, c'est que la façon même dont ce signifiant républicain a été repris, quoi. C'est-à-dire ce signifiant républicain, on a vu quand même le parti de droite qui a changé de nom. C'est appelé les Républicains, quoi. Et maintenant, vous savez comme moi que, Marine Le Pen, disons, et son parti, ils sont républicains aussi. C'est-à-dire que ils défendent la morale républicaine. Ça n'est plus au nom d'idées racistes vieillottes. C'est au nom de la République. Maintenant qu'ils développent leurs idées, quoi. Et comme vous savez aussi, il y a au moins un ministre du gouvernement Macron qui a trouvé que ces idées étaient un peu molles, quoi, qu'il fallait être plus radical, quoi. Ouais. Donc voilà, il y a eu vraiment une espèce de relève du discours d'extrême droite, si vous voulez, qui est venu paradoxalement de gens qui venaient de la gauche, quelques-uns de l'extrême gauche, et qui ont développé ce grand thème, la démocratie contre la République. Mais alors, cette haine de la démocratie, est-ce qu'elle a contaminé le champ politique ? En 2019, sur Mediapart, vous disiez dans un entretien avec Joseph Confavreux, ce que j'avais analysé à l'époque, c'est les thèmes du discours intellectuel républicain, entre guillemets, se sont diffusés largement, ont alimenté l'aggiornamento de l'extrême droite, et en fait, vous dites, dans une interview récente, les partis dits républicains sont devenus de plus en plus semblables à l'extrême droite sous prétexte de la combattre. Il y avait tout un développement, toute une idéologie qui disait attention, il y a l'extrême droite qui est très très dangereuse. Et pourquoi est-ce qu'elle est dangereuse ? Parce qu'elle se saisit de ce problème de l'immigration, de la défense de la laïcité, pas à l'époque pas la défense de la laïcité, mais de l'immigration, de la sécurité et ainsi de suite. Donc il faut l'empêcher de gagner. Pour l'empêcher de gagner, il faut en quelque sorte prévenir ses désirs, c'est-à-dire faire par avance les lois qu'elle ferait, quoi. Et
donc il y a une espèce de contamination qui s'est vraiment complètement répandue. C'est-à-dire que petit à petit, finalement, la gauche s'est un peu alignée sur la droite s'est alignée sur l'extrême droite, et on voit maintenant que, disons, entre les thèses de Le Pen et les thèses de certains ténors dits socialistes, il n'y a pas beaucoup de marge, quoi. Ouais. Que vous inspirent ces batailles permanentes autour de la laïcité, de la République ou de l'islamo-gauchisme, hein? Vous savez que l'islamo-gauchisme, on en a beaucoup entendu parler ces temps-ci. Bon, islamo-gauchisme, c'est un peu un gadget, quoi. C'est un peu un gadget pour la classe politique, une partie, disons, des intellectuels ou du monde académique. Parce que moi, l'islamo-gauchisme, je sais pas si vous en connaissez, mais je n'ai jamais rencontré un seul, quoi. Ouais. Et ça fait partie un petit peu d'une espèce de tradition, d'une certaine droite à la fois respectable, mais en même temps assez extrême, quoi, qui déjà, dans le temps, vous expliquez qu'à l'école, on n'enseignait plus la grammaire française, que tous les profs, l'instituteur ne faisaient plus que des cours de marxisme, et ainsi de suite, quoi. Ouais. Voilà, maintenant, c'est devenu le fait que, disons, dans les facs, il n'y a plus finalement que des thèses, disons, décoloniales, c'est-à-dire probablement islamistes, et ainsi de suite. Voilà, non, il y a une espèce de toute façon, il y a une sorte de dévalorisation systématique, et depuis déjà 20 ans, 30 ans, de tout ce qui a été un petit peu, disons, les combats ou révolutionnaires ou progressistes. Finalement, Révolution française, bien sûr, Révolution soviétique, mais aussi même, la résistance même a commencé à être questionnée. L'anticolonialisme, c'est devenu du racisme anti-blanc, et maintenant, l'anticolonialisme, c'est devenu de l'islamo-gauchisme, quoi. Donc voilà, je crois qu'il y a vraiment, toujours accompagnant, encore une fois, ce mouvement de creusement des inégalités, une espèce de radicalisation qui touche, y compris une classe, disons, supposée éclairée, libérale, etc., quoi. Après le terrible assassinat terroriste de l'enseignant Samuel Paty, il y a eu la loi confortant les principes de la République, la loi séparatisme. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette loi ? Elle m'inspire beaucoup de réflexions. La première réflexion, c'est que, dans le temps, on disait que des lois, si vous voulez, c'était des choses qui réglaient un petit peu la vie de la société en général, quoi. Et maintenant, on voit de plus en plus des lois qui sont censées répondre à des circonstances précises, viser des cibles précises et finalement viser des populations précises, quoi. Voilà, on a grandi un petit peu, là. C'était justement à l'époque l'idéologie républicaine, mais républicaine dans le temps, quoi. Avec l'idée que la loi n'avait toujours un objet général, quoi, que la loi, c'était pas fait pour régler des problèmes particuliers. Ça concerne le mode de vivre d'une société dans son intégralité, quoi. Or, qu'est-ce qu'on voit maintenant, effectivement, c'est que il y a ce crime qui est un crime horrible. Je le dis, j'ai même des gens qui ont considéré que en le disant, je faisais véritablement une concession inadmissible à l'ennemi. Mais je maintiens que c'est un crime absolument horrible. Mais cela dit, on sait très bien qu'effectivement, il y a un certain nombre de gens qui sont prêts à passer à l'acte et à tuer au nom de l'islam, quoi. On sait aussi que des gens sont quand même minoritaires par rapport à l'ensemble de la population de confession musulmane, quoi. Ce qui veut dire que si on veut vraiment lutter contre ça, il faut essayer au maximum de désolidariser, disons, la population musulmane de confession musulmane dans son ensemble, disons, de ces petites franges effectivement dangereuses et effectivement criminelles, quoi. Or, il me semble que ce qu'on fait, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, on a fait une loi qui est faite spécifiquement vraiment pour les musulmans, et une loi comme ça qui multiplie une série de petites mesures dont on voit pas très bien le rapport, parce que disons, enseigner son enfant à domicile, est-ce que vraiment ça va produire que 15 ans ou 20 ans après, cet enfant deviendra un terroriste? C'est une plaisanterie, quoi. Ça veut dire qu'on mêle un peu tout. Donc, effectivement, l'éducation à domicile, les certificats de virginité, toutes sortes de choses. Alors que c'est-à-dire que du même coup, on dit bien, on vise cette communauté dans son ensemble. Et ce qui est évidemment une manière aussi de désigner la France, disons, un petit peu à la vindicte de ces gens-là, quoi. Donc je pense que voilà, disons, si on veut véritablement lutter contre le terrorisme islamique, il faut faire exactement le contraire de ce qui a été fait. Ce qui me laisse penser que finalement, au fond, maintenant, une loi, n'est plus tellement quelque chose qui est fait pour régler la vie d'une société. Une loi, c'est une espèce, au fond, de manifeste, c'est une forme de campagne idéologique, quoi. Voilà, on dit effectivement à la partie de l'opinion, une partie de l'opinion d'une part, disons, qu'on voit, disons, un petit peu à sa sécurité, bien sûr, mais aussi, disons, on fait entendre à une frange assez importante aussi de cette même population que voilà, on va leur taper dessus, quoi. Ouais. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Est-ce que
la pandémie nous a rendu, et en quoi la pandémie ou le mode de gestion de la pandémie nous a rendu plus obéissants? Bon, je pense que, bon, disons, habituellement, nos gouvernements nous ont habitués à, disons, légiférer au nom de la nécessité, en nous disant on ne peut pas faire autrement, quoi. Et bon, disons, jusque-là, c'était, disons, au fond, l'économie qui était l'espèce de garantie, quoi, qui garantie qu'on ne pouvait pas faire autrement. C'est-à-dire que, bon, on disait, il y a la globalisation. La globalisation, bon, ou bien on suit, ou bien on crève. Pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative, le fameux no alternative de Margaret Thatcher. Et bon, mais disons, bon, tant qu'on dit, tant qu'on dit, il n'y a pas d'alternative, disons, à cette espèce de mainmise de plus en plus forte du marché sur nos existences, bon, les gens disent non, c'est pas vrai, il y a des alternatives. Bon, quand la mort arrive, il n'y a pas d'alternative. Disons, le problème de la seule alternative à la mort, c'est la vie, quoi. Et effectivement, bon, quand un gouvernement prend des mesures, bon, qui elles peuvent être mal prises au mauvais moment, tout ce qu'on veut, quoi, mais qui en même temps ont pour objet, malgré tout, de maintenir en vie autant que possible les gens, bien sûr, qu'est-ce qu'on peut faire? Disons, ce qui était assez singulier, c'est que pendant très très longtemps, il y a guère que les gens d'extrême droite qui ont manifesté, un peu partout dans différents pays, pas en France, mais bon, si on pense bien sûr aux États-Unis, on pense à l'Allemagne, pourtant il n'y avait pas, disons là, un chef d'État, disons, poussant à la lutte contre les mesures sanitaires. Il y a une espèce de résignation, parce que bon, il y a des moments dans l'histoire des sociétés où les gens, bon, sont prêts à se battre. Bon, il y a des grands mots d'ordre du genre la liberté ou la mort. Bon, il y a des époques comme ça où ça résonne, quoi. La liberté ou la mort, la servitude, la servitude, on l'accepte pas, parfait. Mais bon, je dirais, qui a envie de risquer sa vie pour désobéir au gouvernement sur un plan comme ça? Donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de disons au fond de majoration de toutes les procédures consensuelles d'accord qui a été effectivement due à la pandémie, avec très très peu de possibilités de résister. Cette pandémie, elle a été aussi, et ça je voulais vous poser la question en fait depuis longtemps, je suis content de vous la poser, elle a été un moment de questionnement, de doute légitime, de recherche d'explications et aussi de ce qu'on appelle parfois des théories du complot. Dans un paysage informationnel foisonnant, médias, réseaux sociaux, toutes sortes de sites, comment on fait avec ça et comment on répond à ce genre de choses sans renvoyer ceux qui les formulent à soit leur folie, leur ignorance, leur populisme / fascisme, ou leur donner l'impression de mépriser leur intelligence. Parce que c'est souvent ce qui est entendu, c'est comme un dialogue impossible en fait. Oui, bon, vous savez, c'est un peu difficile, mais bon, la théorie complotiste, on pouvait dire, attention, mais c'est des pauvres gens, etc. Donc il faut pas trop les brusquer. Mais non, c'est pas des pauvres gens. La théorie complotiste, c'est quoi? C'est une forme particulière, effectivement un peu extrême, d'une attitude qui consiste à penser qu'on est plus malin que les autres. Ouais. Enfin, malgré tout, c'est quand même ça qui est au cœur des choses. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde, dans des formes de rationalité, où finalement on vous dit toujours que attention, faut se méfier, que la réalité comme ça a l'air d'être comme ça en apparence, mais qu'en réalité, il faut voir les choses qui sont par en dessous. Donc, si vous voulez, il y a toute une espèce de rationalité admise, bien considérée, même scientifique, qui dit toujours de faire attention, de regarder ce qui se passe derrière, ce qui se passe en dessous, etc. Et d'une certaine façon, le complotisme, c'est greffé un peu là-dessus, quoi. De même que si vous pensez par exemple au négationnisme, donc la négation du génocide nazi, c'est aussi appuyé sur toute une théorie de l'histoire qui prouvait que ça pouvait pas avoir eu lieu, quoi. Donc bon, je pense que là, pour moi, parce que j'ai essayé de dire à propos notamment de tout ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que le complotisme, c'est pas la révolte des petites gens, quoi. Le complotisme, c'est une manière dont les gens affirment finalement qu'ils sont plus malins que les autres, quoi. Ouais. D'une certaine façon, les électeurs de Trump, c'est pas la peine de dire c'est des pauvres types, vraiment un peu comme ça, ils comprennent pas, donc ils foncent là-dessus, ils foncent sur les fake news. Mais les fake news, c'est pas des choses qui trompent les gens qui sont trop bêtes. Les fake news, ça annonce des choses que les gens ont envie d'entendre. Et ça fait plaisir, quoi. Moi, je pense justement, il faut pas penser en termes d'ignorance, de bêtises, etc. Non, il faut penser que tous les gens qui adhèrent aux théories complotistes, qui adhèrent aux fake news, ça leur plaît d'entendre ça, leur plaît, et voilà, c'est ça qui est important. Et ce qui est très très caractéristique aujourd'hui, c'est que on vit dans un monde où, disons, les
gens qui appartiennent aux classes dites cultivées, libérales et compagnie, jouent aussi finalement ce jeu en quelque sorte, de développer cette espèce de forme de culture finalement du complot, de la haine et ainsi de suite. Je voudrais vous poser encore une ou deux questions. Un de vos livres les plus marquants, c'est La Nuit des prolétaires, un travail dans les archives ouvrières au XIXe siècle. Vous avez donné à voir leurs pensées, leurs écrits, leurs rêves, leur aspiration à l'émancipation à la fois individuelle et collective. On est en train de fêter les 150 ans de la Commune. Les prolétaires ont-ils encore la possibilité de cette émancipation, ou est-ce qu'ils sont plus que jamais écrasés par leurs conditions ? C'est-à-dire que, bon, disons, ce que j'ai étudié, si vous voulez, c'est un petit peu un moment qu'on pourrait dire constitutif, c'est-à-dire que le moment où des gens qui sont ouvriers, qui sont prolétaires, mais prolétaire, c'est justement, ça devient pas une condition. Prolétaire, c'est une espèce de mot qui désigne, on peut dire symboliquement, d'une classe de gens, quoi. Bon, les prolétaires dans le temps, justement, c'était les gens incapables. Et puis, à un moment donné, où les gens revendiquent ça et font de prolétaires, ou font d'ouvriers, ou font de travailleurs, pas simplement l'indice d'une condition, mais une espèce de forme de reconnaissance. C'est-à-dire qu'ils se constituent comme des sujets qui, justement, renversent un petit peu la manière dont le langage fonctionne normalement, et c'est un petit peu le début d'une sorte de renversement du monde, quoi. Alors, après ça, il y a eu, disons, des mouvements ouvriers de masse, et puis, il y a tout ce qu'on sait, la désindustrialisation, ou la délocalisation des industries, ce qui fait que, voilà, on se retrouve dans une espèce d'éparpillement, quoi. Et moi j'ai étudié ce moment où, en quelque sorte, où des gens éparpillés commençaient finalement justement à se constituer en communauté, quoi. Maintenant on est dans une espèce de phase, au contraire, de délitement, quoi. Et je dirais que c'est très difficile, si vous voulez, c'est très difficile de penser aujourd'hui comment des gens qui sont de plus en plus mis dans des situations individuelles, dans des situations où ils ont finalement uniquement un rapport individuel à celui qui les embauche. Au fond, c'est très difficile. Qu'est-ce qui a été la grande conquête du mouvement ouvrier? Ça a été de dire, la question du salaire, c'est pas une question qui se traite entre un maître et un employé, c'est une question collective. C'est une affaire publique, quoi. Or disons, toutes les politiques menées depuis 30-40 ans ont consisté précisément à détruire cette affaire publique, à faire qu'il n'y ait plus que des rapports individualisés. Alors, comment ça peut vraiment maintenant se retourner? Est-ce qu'il peut y avoir des brèches? On ne sait pas très bien, parce que on est dans des situations où on voit bien, les gens recherchent à faire communauté, mais il n'y a plus en quelque sorte les liens qui existaient, qu'on pourrait presque dire presque naturellement entre eux, quoi. Disons, l'histoire n'est jamais terminée, on ne sait pas ce qui peut arriver, quoi. Mais il est clair qu'on n'est pas dans une situation où on voit immédiatement comment va se reconstituer une force puissante de contestation du système existant. Je redis, donc dans un an, il y a cette élection présidentielle, la gauche, il en reste quoi aujourd'hui? Pourquoi elle fait plus rêver? Et surtout, il en reste quoi? Je crois qu'il ne reste pas grand-chose. Il ne reste pas grand-chose, parce que disons, il faut quand même se souvenir qu'en 1981, n'est-ce pas, disons, les socialistes se sont fait élire en prenant avec un programme qui était ultra-marxiste. C'était du sérieux. On était complètement dépassés, nous pas par le programme du PS. On fête les 40 ans là en ce moment. Voilà. Disons, on a vu effectivement, cette gauche se déliter complètement. L'expérience du pouvoir, le goût du pouvoir, et puis voilà, quand on est au pouvoir, on prend, disons, finalement les modes de pensée qui sont adéquats, quoi. Et puis voilà, donc disons, il y a eu une espèce de facteur vraiment de dislocation. On peut dire que le Parti socialiste a largement tué la gauche, quoi. Alors après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a effectivement une espèce de dispersion entre des gens qui essayent de croire que la vieille gauche existe toujours, de reprendre le flambeau un peu de la vieille gauche, qui je pense comme les héritiers de Jaurès ou quelque chose comme ça, quoi. Vous pensez à quelqu'un? Je sais pas, on peut penser à la France insoumise, par exemple, si on veut, quoi. Et puis, c'est une geste qui est, du coup, qui pour vous est datée, ou qui n'est plus en phase avec les attentes du moment, ou qui est la reconstitution d'une geste passée? Oui, je pense que c'est la reconstitution, effectivement, malgré tout, d'un geste passé, de l'époque, justement, où, malgré tout, disons, le tribun populaire pouvait dire qu'il avait derrière lui, comme ça, la classe ouvrière, etc., et tout ça. Ça n'existe plus, et on fait que,
Donc, à un moment donné, ça devient un peu de la pause, parce que, en quelque sorte, la base qui assurait, au fond, que ces discours parlaient de quelque chose est un peu épuisée. Mais bon, je veux pas leur taper dessus. C'est pas mon problème. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une espèce de caricature, justement, d'une gauche qui n'existe plus vraiment, quoi. Et puis, bon, il y a tout le reste qu'on sait, à savoir qu'il y a tous ces mouvements alternatifs qui, au fond, disons, ne peuvent pas se penser même comme intégrés à ce système, quoi. Donc il y a une espèce, disons, de refus de participer, quoi. Il y a quand même une espèce de coupure radicale entre des gens qui ont encore des volontés, une idéologie égalitaire, quoi. Et puis, ce système représentatif où vraiment ils ne se reconnaissent plus, quoi. Donc c'est la coupure entre des aspirations égalitaires qui, elles, existent toujours, foisonnent. On peut penser à la crise climatique qui, justement, aussi accélère tout ça, et un système politique qui est complètement déconnecté. Déconnecté, disons, il y a les institutions. Je pense qu'on arrive, effectivement, à un point où, en quelque sorte, il y a des gens qui ne peuvent vraiment exister comme communauté des égaux que en dehors de ce système représentatif, électoral, et que il y a une espèce effectivement de coupure extrêmement difficile. On voit bien que chaque fois qu'il y a un grand mouvement de masse, il y a un parti de gauche de la gauche, quoi, qui essaye de s'en saisir, et avec des résultats. On a quand même vu les résultats très tristes, en Grèce, quoi. On voit des résultats pas brillants non plus en Espagne, quoi. Donc malheureusement, je crois que oui, il y a une coupure effective, sans parler, disons, un petit peu de tout ce qu'apporte là-dedans le complexe écologique, parce que écologie, ça désigne tellement de choses. Ça désigne des gens qui veulent des mesures autoritaires, finalement, pour sauver la planète. Ça désigne des militants alternatifs qui pensent en termes de territoire, en termes de forme de vie, et pas disons, en termes de prendre le pouvoir pour imposer ce qui est bien pour la planète. Donc voilà, je crois qu'on est vraiment dans une situation qui est très critique pour l'existence même de quelque chose qu'on appelle gauche, quoi. Merci, Jacques Rancière. Juste une petite question. Est-ce qu'il y a quand même des motifs d'espoir pour vous? Des motifs d'espoir, c'est qu'on voit quand même un peu régulièrement qu'il y a des gens qui n'acceptent plus, quoi. Ouais. C'est pas simplement de la protestation, il y a des gens qui veulent vivre autrement et qui quand même un peu régulièrement montrent qu'ils ont envie de vivre autrement, de créer un autre monde. Donc tant que ces gens-là existent, tant que ces formes de rassemblement égalitaire existent, il y a de l'espoir, quoi. Merci, on va quand même finir par ça. Je préfère finir par ça. Merci infiniment, Jacques Rancière, d'être passé par À l'air libre. On rappelle votre dernier livre, Les mots et les torts, un dialogue sur la politique du langage avec le philosophe Javier Bassas aux éditions La Fabrique. Et bientôt, et bien sûr, on peut relire tous vos livres. Ils sont très nombreux. Je conseille Le Maître ignorant, c'est mon préféré. Voilà, vous restez avec moi pour le 24 heures.